La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion, nous allons partir à Trianon pour découvrir les mystères de Trianon en compagnie d'Elisabeth de Caligny. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite. Elisabeth, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Alain. Alors, nous voici partis pour de nouvelles aventures à la demande générale de nombreux auditeurs. Nous allons découvrir Versailles, plus exactement les mystères de Versailles, mais ça sera pour une seconde émission. Dans cette première émission, nous allons découvrir et parler des mystères de Trianon. Pour commencer, situons Trianon et pourquoi avoir construit cette résidence à 2 pas du château de Versailles. Alors, Trianon, d'abord on va parler du petit Trianon aujourd'hui, parce qu'il y a le petit et le grand Trianon. C'est pas tout à fait la même chose, ils n'ont pas été construits de la même façon et dans le même contexte. Alors, le petit Trianon dont nous allons parler a été construit sous l'impulsion de Madame de Pompadour, qui était la grande favorite du roi Louis XV. Il a été construit entre 1761 et 1768 sur un endroit du parc qui est assez éloigné du château quand même, ça fait une bonne trotte à pied, hein, si vous y allez, vous verrez, faut pas être bancal pour y aller, faut marcher. Et il a été construit sur l'emplacement d'un ancien jardin botanique qui, à l'origine, avait été créé par un certain Claude Richard. Alors pourquoi je vous parle de Claude Richard ? Parce qu'on en reparlera à un certain moment de ce monsieur qui pourrait bien avoir été aperçu par des visiteurs là-bas. Alors, Madame de Pompadour est ravie que le roi lui fasse un si beau cadeau, parce que c'est un petit château dans l'enceinte du grand. Vous voyez, et malheureusement, elle verra pas la fin de la construction de ce château, ni l'inauguration qui aura lieu 4 ans plus tard, puisqu'elle décède en 1764. Et finalement, le roi se console vite de Madame de Pompadour. Il va la remplacer par Madame du Barry, l'extravagante Madame du Barry, et c'est avec elle qu'il va inaugurer Trianon. Ils vont y vivre dès 1770, ils y vont de temps en temps, ils sont un petit peu à l'abri de la cour, ils sont tranquilles, ils sont heureux, mais ça ne durera pas très longtemps puisque le roi va décéder en 1774. Quant à Madame du Barry, elle ne va pas pouvoir y rester puisque la pauvre, qui n'était pas en grâce à la cour, faut quand même le dire, mais il y avait des raisons, va être chassée comme une pauvresse dès que le roi aura rendu son dernier soupir. Et elle en sera un petit peu marrie d'ailleurs, puisque sa vie va vraiment changer. Mais enfin bon, c'est pas le propos. Le propos, c'est qu'on connaît mieux Trianon, le petit Trianon, grâce à la reine Marie-Antoinette. Marie-Antoinette qui là-bas va y vivre une vie de bergère. Et en fait, ce petit château va être offert à Marie-Antoinette par le roi Louis XVI, qui va lui offrir les choses avec un charmant petit mot, une charmante petite phrase. Il va lui dire « Madame, j'ai un bouquet à vous offrir, c'est Trianon ». La reine est ravie. Parce que vous savez que la vie de cour, c'est pas très marrant, c'est l'Autrichienne, il y a des jalousies, tout le monde ne l'apprécie pas vraiment. On trouve qu'elle dépense trop, qu'elle est un peu légère dans sa façon de vivre. Et elle est contente de se retrouver là, tranquille, dans la nature, qu'elle aime tant. N'oublions pas qu'elle vient d'Autriche, que les Autrichiens, comme les Allemands à l'époque, et même toujours, aiment bien la nature. Donc, elle est bien. Et elle va faire construire, en plus du petit château carré de Trianon qui existe déjà, le hameau. Alors c'est vraiment une ferme. Si vous y allez, vous verrez, il y a une laiterie, il y a des bâtiments de ferme, il y a des animaux, vous verrez peut-être des gravures où elle est avec ses moutons. Elle mettait d'ailleurs de jolis rubans bleus ou roses au cou de ses moutons. Enfin, elle est bien là-bas, elle est bien. Et elle en fera son havre de paix. Elle pourrait se recevoir à l'abri des regards des courtisans envieux et ragoteurs, ses amis, donner des petites pièces de théâtre. C'est l'endroit idéal. Voilà l'histoire du petit Trianon qui va survivre jusqu'à nos jours et qu'on visite toujours beaucoup d'ailleurs.
Alors, entrons dans le vif du sujet. Les mystères du Petit Trianon sont surtout connus à travers l'histoire rapportée par 2 Anglaises visitant le Petit Trianon de Versailles au mois d'août 1901. Que s'est-il passé ? Alors, il y a 2 Anglaises, effectivement, qui vont aller visiter Versailles, et c'est par elles que l'histoire est connue. La première s'appelle Miss Moberly, c'est la fille d'un évêque anglais. Son père est russe, descendant de Pierre le Grand. Sa mère est écossaise, donc on croit aux fantômes dans la famille. Et l'autre personne s'appelle Miss Jourdain. Alors Miss Jourdain, c'est une institutrice. Faut savoir que cette Miss Jourdain intéresse Miss Moberly, qui est principale d'un petit collège situé près d'Oxford, parce que Miss Jourdain, Miss Moberly aimerait bien l'engager. Et elle va proposer, pour mieux faire sa connaissance, cette Miss Moberly à Miss Jourdain, un petit voyage à Paris. Alors Miss Jourdain est ravie, puisqu'elle est descendante de huguenots français qui ont quitté la France après la révocation de l'édit de Nantes, donc elle s'en réjouit. Et évidemment, quand on va visiter Paris, on va visiter Versailles. Donc le 10 août 1901, elles prennent le petit train de la gare d'Orsay qui va les mener presque jusqu'au pied du château. Château qu'elles vont visiter tranquillement au début de l'après-midi de ce mois d'août 1901. Et puis vers 16h, elles vont décider d'aller voir les Trianons. Alors ça fait une bonne trotte à pied, mais enfin bon, on vient pas à Versailles sans visiter le tout, et les voici parties. Elles marchent un bon moment, elles vont sur la droite, elles ont un petit plan, un espèce de petit guide touristique qui était en vogue à l'époque et que tous les Anglais achetaient. Et puis à un moment, il fait chaud, elles sont fatiguées, elles se sentent pas bien, il fait lourd, comme s'il y avait de l'orage, elles sont pas bien. Hein. Et elles arrivent devant des bâtiments qui ont l'air un peu déserts, c'est l'ancien corps de garde, ça on le saura plus tard. Et elles vont apercevoir, enfin c'est une des deux, hein, Miss Moberly qui va apercevoir à la fenêtre d'une de ces bâtisses une femme qui est en train de secouer une nappe blanche. Alors, elles se sentent toutes les deux égarées à ce moment-là, mais pour autant, Miss Moberly n'aura pas le réflexe, ce qui l'étonnera beaucoup plus tard, de demander à la dame où elle se trouve, où sont les Trianons. Quant à Miss Jourdain, elle rapportera elle aussi plus tard qu'elle n'a absolument pas vu cette dame. C'est-à-dire que vous allez vous apercevoir très vite au fil de ce que je vais vous raconter, que très souvent, les deux ne voient pas la même chose. C'est quand même assez étonnant. Alors bon, elles continuent leur chemin, elles s'engagent sur un petit sentier qui les amène devant une petite ferme. Alors là, ça commence à pas aller du tout. Elles étaient déjà fatiguées, mais là, elles se sentent pas bien. Elles ont une impression de tristesse, elles ont l'impression d'être perdues. Elles sont accablées, c'est même pas une tristesse passagère. C'est comme si elles avaient un abattement total, une perte d'énergie absolue. Miss Moberly, d'ailleurs, est tellement accablée de fatigue et de tristesse que elle le garde pour elle pour pas avoir l'air d'eux. Et elles vont quand même poursuivre leur chemin dans cet état d'esprit un peu curieux. Et elles vont arriver à un endroit où elles aperçoivent sur le sol des outils de travail de la terre, hein, une petite charrue, et 2 hommes qui sont en train de bêcher à proximité d'une petite brouette. Et elles trouvent qu'ils sont bizarrement vêtus. Ils ont des longues vestes de couleur verdâtre, ils ont des petites tricornes. C'est pas l'époque, hein, on est au début du 19e siècle. Bon, sur le coup, ça les choque pas parce qu'elles se disent bon, on est à Versailles, peut-être qu'ils reconstituent le décor. Mais enfin bon, plus tard elles s'apercevront que c'était pas ça du tout et que c'était tout autre chose. Et donc elles vont demander à ces messieurs où se trouve Trianon, ils vont à peine lever le nez, ils vont leur dire de façon désinvolte, suivez tout droit, vous trouverez bien. Et elles continuent. Alors quand elles vont faire des recherches un peu plus tard, mais bien plus tard, parce qu'elles ne vont pas s'apercevoir lors de la première visite vraiment qu'il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Elles se doutent bien qu'elles ont vécu un truc bizarre, mais c'est lors d'autres visites qu'elles vont commencer à faire des recherches, parce que là elles vont se rendre compte qu'il y a vraiment eu quelque chose qui n'allait pas. Alors, elles vont chercher sur la petite charrue qu'elles ont aperçue, elles vont reprendre point par point tous les détails de leur promenade, et elles vont s'apercevoir qu'il n'y a jamais eu, au fil des recherches qu'elles vont faire, de charrue à Trianon. En tout cas, certainement pas entre 1780 et 1789. On apercevra quand même la gravure d'une charrue qui aurait été utilisée au Petit Trianon sous Louis XV et qui ressemblait un petit peu à celle qu'elles ont vue. Quant aux vêtements des jardiniers,
Au XXe siècle, elles vont vérifier qu'aucun jardinier, effectivement, n'est habillé comme ceux qu'elles ont vus. Que sous Louis XV, ils portaient des vêtements cependant assez semblables, de la même couleur en tout cas. Pas sous Louis XVI, puisqu'ils étaient vêtus en rouge sous Louis XVI. Donc c'est quand même c'est assez encourageant quand elles vont vérifier tout ça. Et puis il y a un certain Lambert qui, après avoir lu la première édition du bouquin des deux dames, qui va paraître d'ailleurs en 1911, et ce Lambert qui va se passionner pour cette histoire, va expliquer que elles ont croisé effectivement ce vieil homme, elles vont croiser un vieil homme vêtu d'une livrée verte aussi, et d'un tricorne accompagné d'un plus jeune. Ça, c'est deux autres dames. Et il se pourrait bien que ce soit un jardinier de la même époque. Il va aller même jusqu'à dire que ça pourrait être bien autre chose qu'un jardinier ordinaire, mais le jardinier qui avait créé le jardin botanique avant que Trianon ne soit construit, le fameux Claude Richard dont je parlais tout à l'heure. Et que ce jardinier-là, peut-être que ce jour-là, ces deux visiteuses anglaises inconnues et les deux dames Moberly et Jourdain, auraient peut-être croisé la même personne, c'est-à-dire le jardinier botaniste Claude Richard. Enfin bon, c'est une supposition. Tout ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'après 1789, personne sur le sol de Versailles, aucun employé ne portera jamais plus le tricorne. Ça c'est sûr. On portera des chapeaux à large bord, vous savez, ces grands chapeaux mous anciens, et puis c'est tout. Donc ça c'est quand même très intéressant. Alors elles vont poursuivre leur visite, parce que ça ne va pas s'arrêter là. Vous allez voir, la première visite est absolument étonnante. Miss Jourdain, à un moment, aperçoit une petite maisonnette avec un petit escalier de pierre, et elle voit, toutes les deux à ce moment-là, une femme qui en sort avec une jeune fille. Elles ont toutes les deux des fichus sur les épaules, vous savez, croisés. C'est la mode de Marie-Antoinette. On verra Marie-Antoinette sur des portraits quand elle est décontractée, habillée de cette façon-là. Et elles ont l'air... elles ont des robes assez courtes, ce qui les surprend un peu, en se disant tiens, c'est pas la mode, c'est bizarre comme robe. Et puis, ce qui surprend par-dessus tout les deux dames, c'est qu'elles ont l'air de faire les choses au ralenti. C'est comme si c'était un film au ralenti qui se tourne devant elles. L'une dira qu'elle prenait toutes les deux la pose pour un moment, comme dans un tableau vivant. C'est comme si le temps s'était ralenti. Et Miss Jourdain va voir en particulier cette scène, c'est elle qui décrira le ralenti. Il semblerait que Miss Moberly n'ait pas vu tout à fait la même chose. Elle a aperçu les deux dames, mais elle les a pas vues en mouvement après, vous voyez. Donc elles ont déjà une vision différente des choses. Elles vont continuer leur visite et elles vont se retrouver à ce moment-là devant un petit bâtiment circulaire qui fait penser à un kiosque à musique. Vous avez déjà vu ça, des petits bâtiments ronds qui sont surélevés avec une sorte d'estrade, vous voyez. Et elles se retrouvent devant ça, et ça a un côté un peu kiosque à musique chinois. Parce que les bords du toit sont un peu relevés, vous voyez, comme une bâtisse chinoise. Et elles vont dessiner ça de mémoire un peu plus tard, quand elles vont commencer à se poser des questions et à faire des recherches. Elles vont dessiner ça en 1904. Et elles vont essayer de se remémorer tout ça. Elles vont apercevoir aussi près de ce petit kiosque un homme dont on va reparler après. Alors sur le kiosque, on va quand même expliquer ce qu'elles ont trouvé. Il se trouvait dans la partie nord du jardin, près de l'entrée des jardiniers. Et il correspond, d'après les recherches qui ont été faites, et notamment par Lambert, le fameux Lambert qui s'intéresse au sujet, que ce petit kiosque aurait été dessiné en fait par un jardinier de Trianon, un certain Richard, donc Claude Richard, le fameux dont on parlait tout à l'heure, et qu'il n'aurait pas été, il aurait été daté de 1774, c'est un simple plan, mais il n'aurait jamais été construit. C'est-à-dire qu'elles auraient vu un truc qui n'aurait jamais été construit. Il y a effectivement, on verra par la suite, elles le découvriront par la suite, un petit pavillon circulaire qui a été construit en 1776, mais qui ne correspond pas du tout à la vision du kiosque qu'elles ont eu. C'était vraiment ce qu'elles ont vu, le kiosque dessiné sur plan et qui n'a jamais existé. Ça, c'est quand même assez bizarre, hein. C'est comme s'il y avait une projection d'un scénario, finalement, de temps à cet endroit-là qui n'a pas existé. C'est quand même très étrange. Alors, Miss Moberly va rapporter de son côté qu'à ce moment-là, elle trouve le paysage déplaisant.
insolite, que les arbres sont bizarres, qu'elle a l'impression que le paysage n'est pas normal, que le bois qui est autour d'elle est brodé comme dans une tapisserie. Miss Jourdain, de son côté, va dire qu'elle se sent comme une somnambule, avec une impression d'irréalité et de tristesse oppressante. Et elle voit toutes les deux, un homme très bizarre qui est assis dans l'herbe, près du kiosque. Il a un grand chapeau mou, une lourde cape noire, comme elles diront, et elles se sentent effrayées. Miss Jourdain est pas à l'aise, et alors là, quand il va tourner la tête et les regarder, Miss Moberly va être carrément paniquée. Il a un visage absolument repoussant. Il a eu la vérole, donc il a le visage grêlé et complètement déformé. Mais surtout, il a une expression infecte. Vraiment le regard odieux de quelqu'un de méchant. Et il les regarde sans les voir. Elles se rendent compte qu'il a le regard tourné vers elles, mais qu'il n'a pas l'air de les apercevoir. Alors, enquête également par la suite, qui aurait pu être cet homme ? Eh bien, il va être identifié par les deux, quand elles auront retrouver des portraits, comme étant un certain comte de Vaudreuil, qui était un intime de la reine Marie-Antoinette, qu'elle a beaucoup reçu entre 1784 et 1789. Cet homme était créole et il avait la particularité d'avoir le visage complètement abîmé par la vérole et surtout d'être pas commode et très désagréable. Et elles vont découvrir également que ce Vaudreuil avait joué entre 1784 et 1785 un rôle dans une pièce de théâtre qui avait été donnée en l'honneur de la reine, qui était ni plus ni moins que le barbier de Séville. Et que son costume de barbier dans le barbier de Séville, qu'il avait porté, ce comte de Vaudreuil, était fort proche de celui qu'elles ont aperçu avec le grand chapeau mou. C'est quand même très étonnant. Et Lambert, le fameux Lambert et d'autres historiens, qui vont effectivement s'intéresser à l'histoire, vont confirmer que de façon évidente, ce qu'elles ont pu voir par rapport aux détails qu'elles donnent, c'est certainement le comte de Vaudreuil. Et elles vont continuer leur balade. Et elles se retrouvent près d'un petit lac. Et là, cavalcade. Elles entendent du bruit derrière elles, ça les fait se retourner, elles se disent tiens, les jardiniers arrivent, et non, c'est pas ça du tout. En fait, elles vont apercevoir un homme qui sort comme de nulle part, même d'un rocher, il a l'air d'être sorti d'un rocher. Et elles se disent mais qu'est-ce qui se passe ? Il est beau, alors lui il est beau, il n'a rien à voir avec le comte de Vaudreuil, il a des beaux yeux noirs, des belles boucles brunes, il a l'air sympathique, il a un grand chapeau noir lui aussi, il a une belle cape, des chaussures à boucles, et il a l'air rouge et essoufflé. Et par contre il n'a pas l'air grave, il est plutôt souriant, il a l'air ironique. Et Miss Moberly le toise et il s'adresse à elle et il dit avec un accent bizarre « Mesdames, il ne faut pas passer par là ». Et il va leur dire « Il faut que vous alliez de l'autre côté », il leur désigne une direction d'ailleurs, « par ici et cherchez la maison ». Miss Moberly le regarde, un peu interloquée parce qu'elle n'a rien demandé, et il a l'air d'avoir d'un seul coup, quand elle pose son regard sur lui comme un mouvement de recul, il a un sourire bizarre. Elle se détourne, mais le temps de tourner la tête pour regarder Miss Jourdain, et d'un seul coup, il n'y a plus personne. L'homme a disparu. Et pourtant, Miss Moberly continue à entendre le bruit de ses pas, de cet homme qui court dans les bois avec les craquements et tout. Ça a même l'air d'être à côté. Et pourtant, il a disparu. Miss Jourdain, de son côté, va le voir repartir dans un sens inverse de la direction que cet homme leur a désignée en disant qu'il fallait qu'elles aillent par là. Et elle va entendre, elle aussi, le bruit de la course effrénée de ce jeune homme, voilà, qui finalement disparaît sous leurs yeux, et on l'entend, mais on ne le voit plus. Alors, elles vont essayer, là aussi, de découvrir qui ça pouvait bien être. Et là, elles pensent qu'elles ont vu, à ce moment-là, le garçon de la chambre de la reine, qui est venu apporter à Marie-Antoinette le 5 octobre 1789 un message pour l'avertir que le peuple parisien était en train de marcher sur Versailles. Elles se trouvaient à ce moment-là à la grotte, et le grand rocher qu'elles ont vu, elles ont pu l'identifier comme étant peut-être un des rochers qui appartenait à cette fameuse grotte, qui a été détruite d'ailleurs en 1792. Et elles vont s'interroger également concernant ce garçon, sur un peu tous les détails qu'elles ont repérés, et notamment sur la façon de parler. Il parlait avec un accent.
Et je crois que c'est Miss Moberly, qui va reproduire cet accent et que une de ses amies va reconnaître comme étant un accent autrichien. Donc c'est comme ça que ces dames vont en déduire qu'il se pourrait bien que ce soit le garçon de la chambre qui était effectivement d'origine autrichienne. Et alors, sur le rocher où elles ont vu ce jeune homme, elles vont trouver une note aux archives indiquant qu'en 1788, il y avait plusieurs rochers qui avaient été placés sur le site de Trianon, et un en particulier qui correspondait à peu près à l'endroit où elle dit de s'être trouvée à ce moment-là. Lambert, de son côté, va découvrir qu'un rocher imposant qui pouvait correspondre également à la description se trouvait dans les mêmes parages. Enfin, elles vont poursuivre leur petite balade et elles vont partir dans la direction que le jeune homme leur a indiquée. Et elles vont se retrouver près d'un petit pont, assez ancien, rustique même, qui enjambe un tout petit ruisseau, et vont se retrouver devant une petite maison de campagne, carrée, qu'elles trouvent très jolie. Ce qu'elles appellent maison de campagne, en fait, c'est le petit château de Trianon. Pas le hameau, mais le petit château. Et là, elles vont avoir une surprise. Elles vont voir, tournant le dos au petit château, une femme assise sur une chaise, au milieu d'un champ d'herbes folles, fleuries, qui tient une feuille de papier à bout de bras comme si elle était en train d'observer son œuvre, vous voyez. Elles vont préciser toutes les deux que la femme va lever la tête, les dévisager. Et Miss Moberly va dire qu'elle n'était pas bien jolie, elle avait l'air un peu fanée, elle manquait d'attrait. Elle avait un chapeau de soleil sur la tête, un petit chapeau en paille blanche, comme perché sur une sorte de choucroute, une coiffure en hauteur. Elle appelle ça une bonne épaisseur de cheveux blonds qui bouffaient sur son front. Et que sa robe d'été était drapée sur les épaules, avec une sorte de fichu, c'était la mode effectivement à l'époque. Il y avait une petite ligne verte et or qui était sur ce fichu, elle avait un beau décolleté, et elle avait une robe assez courte elle aussi, une robe qui lui a paru démodée. Et en regardant cette femme, cette apparition, qui était assise au milieu d'un pré, Miss Moberly va dire qu'elle a un sentiment très désagréable. Quand la personne la regarde, ça la contrarie. Et elle n'est pas à l'aise devant cette apparition, mais elle ne sait pas du tout que c'est une apparition. Elle a l'impression que la personne qu'elles ont croisée l'ont pris pour des touristes. C'est pas très agréable. Et puis par la suite, elles vont se dire, mais on fait des recherches. Et elles vont rechercher. Et elles vont s'apercevoir que beaucoup de gens ont vu cette personne-là. Et que ça se pourrait bien que ce soit la reine Marie-Antoinette. Et que va y avoir une autre visite par la suite, d'ailleurs, c'est leur ultime visite qui va leur faire penser encore plus que ça pouvait être la reine Marie-Antoinette. Parce que elles vont avoir fait à ce moment-là un certain nombre de recherches, consulter tous les portraits de la reine, les portraits qui ont été faits de cette reine Marie-Antoinette, notamment quand elle est assez décontractée, et elles vont s'apercevoir que le visage de la femme qu'elles ont vue était exactement le visage du portrait exécuté par un peintre qui s'appelle Wertmüller en 1784. Et c'est quand même assez étonnant une chose pareille. Elles vont également découvrir dans un journal de mode de l'époque, de l'été 1789, que la reine avait été très simplement habillée cette année-là. Sa couturière lui avait fait quelques robes en réparant d'autres robes anciennes. C'est des robes assez courtes, lavables, que peu de corsages avaient été commandés à ce moment-là. Et il y avait eu des fichus de fine mousseline, et que ça pourrait bien correspondre finalement à la tenue de la personne qu'elles ont trouvée dans le pré. Et donc, elles vont découvrir après qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont aperçu cette femme à Trianon, vêtue de ce petit chapeau à grand bord, ce petit chapeau de paille, perché sur une grande coiffure, et que d'autres l'ont aperçue très souvent près de la laiterie en train de battre le beurre, puisque Marie-Antoinette était vraiment fermière à ses heures, et elle battait le beurre ou s'occupait ou brossait ses moutons. Voilà. Et dans cette laiterie d'ailleurs, où la reine a été aperçue à différentes reprises, il y a eu des phénomènes paranormaux assez importants, et très vite, quand on a réouvert au public au 19e siècle cet endroit, on a fait les volets ont été mis sur cette laiterie.
et ils y sont toujours parce qu'il y a eu vraiment trop de soucis fantomatiques dans ce bâtiment. Voilà. Donc on le voit, toujours les volets fermés, sauf cas exceptionnel quand il y a des travaux ou quelque chose qui s'y passe. Enfin bon, elles vont continuer leur petite visite et elles vont se retrouver sur une terrasse un peu en surplomb de la cour d'honneur du château de Trianon. Et Miss Jourdain va dire « Je me sens mal ». À ce moment-là, elle a à nouveau cette tristesse, mais alors qui la plaque au sol. C'est comme un coup de dépression terrible. Et elle a l'impression qu'il y a quelque chose à côté d'elle, ou plutôt quelqu'un, une présence invisible, et qui la croise, à tel point, elle a une robe longue à l'époque, on est en 1901, n'oublions pas, qu'elle va ramener les pans de sa robe vers elle pour laisser passer la présence. Elle va même se demander après coup pourquoi elle a fait une chose pareille, puisqu'il n'y a personne. Mais elle l'a senti. Et à ce moment-là, elle voit sortir par une porte de Trianon un homme qui claque la porte derrière lui d'ailleurs. Il a l'air effronté, dira Miss Moberly. Il a une expression de laquais, vous savez, un peu pédant, sauf qu'il n'est pas habillé en laquais. Et il leur déclare qu'il n'est pas question qu'elle rentre dans le bâtiment, par la terrasse, qu'elles doivent passer par la cour d'honneur. Il va leur faire d'ailleurs le tour du jardin, pour qu'elles se retrouvent jusqu'à la cour d'honneur, où là elles vont se retrouver, curieusement, au milieu de personnes qui ont l'air de célébrer une noce. C'est assez curieux. Et Miss Jourdain dit qu'à ce moment-là, elle qui avait ressenti cette tristesse terrible, eh bien ça va se dissiper. C'est comme si d'un seul coup on revenait à la réalité et que c'était plus pareil. Et elles vont continuer leur visite tranquillement. Il ne se passera plus rien après cet événement-là. Ça sera donc une première visite assez étrange. Et elles vont décider, une semaine plus tard, de revenir un petit peu pour voir ce qui s'est passé, parce qu'elles commencent déjà à se poser des questions, bien qu'elles n'aient pas l'impression formelle... Enfin, elles ne savent pas trop quoi en penser. C'est pour ça que la curiosité les pousse à y revenir 8 jours plus tard. Elisabeth, on marque une pause, on revient dans quelques instants. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie d'Elisabeth de Caligny pour découvrir les mystères de Versailles. Nous sommes à Trianon. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce que nos deux Anglaises sont pas rentrées dans une faille temporelle qui correspondrait à la mémoire de l'univers, au dossier akashique que nous rapportent certains intervenants ou des personnes qui ont vécu des NDE, qui découvrent des scènes. Ça me fait penser aussi à Nicole Dron qui me disait qu'elle avait eu des scènes de l'histoire de Jeanne d'Arc, par exemple. Ah, mais moi je suis convaincue que c'est ça, là. Oui, alors, ce qui expliquerait justement que ces personnages les regardent sans les regarder. Mais tout à fait. Elles sont en train de lire un film sans s'en rendre compte du tout. Le coup du bâtiment, du petit pavillon chinois qui n'a pas existé. Vous savez qu'on peut avoir plusieurs futurs qui vont se réaliser ou pas. Et bien le pavillon chinois, elles l'ont bien vu. Sauf qu'il a existé sur papier, mais il n'a jamais existé. Vous voyez ? Donc elles ont dû tomber effectivement sur un croisement de lignes temporelles, avec plusieurs scénarios, plusieurs époques évidemment, plusieurs espaces-temps, et elles sont sorties de leur espace-temps à elles sont tombées là-dessus, c'est à peu près certain. Enfin moi c'est mon idée en tout cas. Alors Miss Jourdain effectue une seconde visite au Petit Trianon, probablement intriguée par ce qu'elle avait vécu au mois d'août précédent. Elle va revenir visiter le Petit Trianon le 2 janvier 1902 et elle va se rendre au hameau de la Reine. Absolument. Que s'est-il passé au hameau de la Reine ? Eh bien vous allez voir, je vais vous dire ça tout de suite. Oui, alors effectivement, elle va se retrouver au hameau de la Reine. Elle décide d'y aller toute seule, elle a l'occasion de revenir. Et après avoir franchi par la droite la cour d'honneur de Trianon, enfin du Petit Trianon, elle se retrouve sur un petit sentier face à un petit bâtiment circulaire. Alors, on parlait de kiosque à musique tout à l'heure. Ben là, c'est encore un bâtiment circulaire, mais qui n'a strictement rien à voir avec le kiosque à musique. C'est pas la même chose. Mais bon, là, elle reconnaîtra après, en y revenant, parce qu'elle reviendra à une autre occasion où rien n'aura changé, qu'il s'agit de ce qu'on appelle le belvédère, qui est une sorte de temple de l'amour, qu'elles avaient absolument pas vu toutes les deux en 1901, enfin l'année précédente, mais celui-là, il existe bien. Enfin bon, toujours est-il qu'elle continue sa visite, il fait pas chaud, elle est toute seule, il n'y a pas grand monde,
secondes, elle franchit un petit pont qui mène au hameau, et d'un seul coup, ça la reprend. Voilà qu'elle est mal. Mais mal, un coup de dépression terrible. Elle a l'impression, dira-t-elle, d'avoir passé comme une frontière, comme une ligne. Elle ajoutera même, c'est comme un cercle enchanté dans lequel je me suis retrouvée d'un seul coup. Et elle va avoir nettement l'impression, par rapport à la visite de l'été précédent, que les distances ne sont pas les mêmes. Il y a des points du paysage qui y ressemblent, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'elle avait vu l'été d'avant. L'été d'avant, les distances lui paraissaient immenses d'un point à un autre, et là, c'est pas du tout ça. Les distances ont l'air normales. La fois d'avant, quand elle était avec Miss Moberly, elle avait l'impression, plus elle marchait, plus ça s'éloignait. C'est le genre de truc qu'on n'arrivait jamais à atteindre, vous voyez. Là, c'est pas ça du tout. Elle est mal, comme la fois d'avant, mais les distances sont raisonnables. Et à ce moment-là, elle va croiser 2 hommes qui sont en train de remplir une charrette de fagots. Ils ont des petites capes courtes, cette fois, rien à voir avec les costumes de jardinier et tricorne, hein. Des petits capuchons pointus. Tout ça, c'est rouge et bleu vif, très vif même. Elle va se dire, bon, je vais demander mon chemin, mais finalement, elle ne va pas le faire puisqu'elle aperçoit les maisons du hameau. Elle va continuer son petit voyage, et quand elle va se retourner, elle va avoir l'idée de se retourner, et ben, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de jardinier, il n'y a plus de charrette, il n'y a plus rien. Et là, elle n'est pas bien, parce que l'endroit lui semble sinistre, il n'y a pas un bruit, pas un. Elle est toute seule, il fait gris, on est en plein mois de janvier, il fait un froid de canard, et elle n'est pas du tout à l'aise. Alors elle va faire par la suite, elle aussi, quelques recherches concernant les hommes à la charrette, et les deux vont découvrir que sous l'Ancien Régime, donc avant la chute de Louis XVI, des charrettes et des hommes étaient loués de temps à autre pour l'entretien des terres et le ramassage des feuilles, et des branches mortes au Petit Trianon. Et que précisément, en janvier 1789, et non pas en janvier 1902 où elle se trouve, 2 hommes et une charrette avaient été loués pour ramasser des nids de chenilles et des écorces d'arbres ainsi que des branches mortes. Est-ce qu'elle aurait été décalée dans un autre mois de janvier ? Ça se pourrait bien. C'est quand même très étonnant, ça aussi. Et puis bon, elle va continuer quand même sa visite assez rapidement, parce que là, elle n'est pas à l'aise, elle est toute seule, hein, elle n'est pas avec Moberly, pas bien. Hein. Donc elle y va d'un bon pas, elle va passer devant les maisonnettes du hameau, elle va même pas s'arrêter tellement elle se sent mal à l'aise. Elle est oppressée, elle a l'impression qu'on l'observe. Elle est sous le balcon de la maison de la reine, et là, elle n'est pas bien du tout. Il y aura la laiterie aussi, la fameuse laiterie, où alors là c'est pire que tout. Donc elle va s'en aller. Elle va s'en aller pour aller vers l'orangerie du château de Versailles. Elle va repartir. Et en repartant, là il va lui arriver quelque chose. Elle est près d'un petit bois, touffu, et d'un seul coup, elle aperçoit des personnages qui sont vêtus, mais pas comme elle à son époque, hein, bizarrement. Mais alors, ils ont quelque chose d'étrange, ces personnages. Ils n'ont pas l'air de marcher, ils ont l'air de glisser. À travers la ligne des arbres, vous savez, ils glissent. Elle voit ces personnages qui glissent, puis disparaissent. Plouf, plus rien, en un claquement de doigts. Elle se dit, mais ça, c'est quand même bizarre. Puis d'un seul coup, elle se retrouve seule. Mais là, elle entend. Elle entend comme s'il y avait encore ces personnages autour d'elle. Des bruissements de tissus, vous savez, les tissus de soie, ça crisse. Puis elle se dit, mais je les vois pas. Puis comment porter de la soie de ce temps-là, il fait un froid de canard. Et puis, elle se retourne dans tous les sens, il n'y a personne. Et puis elle se sent entourée pourtant, elle entend des bruits, puis même des morceaux de voix, monsieur, madame, c'est tout près de son oreille, comme si on parlait près de son oreille, sauf qu'elle est toute seule. Alors là, elle n'est pas bien du tout. Et elle sent que la foule s'éloigne, c'est comme s'il y avait eu un essaim de personnes qui étaient passées. Et d'un seul coup, elle entend comme une musique, jouée par un orchestre, avec des voix assourdies un peu irréelles. Ça a l'air d'être sorti d'un phonographe, vous savez, ces anciens trucs à cornet, là, où on écoutait de la musique autrefois. Et puis ça a l'air d'être d'un disque rayé, parce que la musique se répète. Vous savez, un disque rayé, ça répète toujours le même truc, elle entend ça. Les sons ne sont même pas réguliers, constants, c'est intermittent, avec une tonalité basse. Elle sent le frôlement d'une robe, elle est effrayée, elle reprend son plan et elle ressort en courant. Et là, elle va croiser un jardinier qui lui a l'air tout à fait normal, habillé au XXe siècle. Il lui donne son chemin, et la voilà partie. Ça sera la fin de sa 2e visite. Alors, cette histoire de musique, d'abord, il faut savoir que jusqu'en 1907,
Là, on est en 1902, eh bien aucun orchestre n'a jamais eu l'autorisation de jouer à Trianon pendant la période d'hiver. Donc déjà, ça ne peut pas être un orchestre contemporain. En juillet 1908, un certain Mr. Crook, qui est anglais lui aussi, qui va voir d'autres apparitions à Trianon, au Grand Trianon, et qui se trouve près du Belvédère, va soudain avoir lui aussi la sensation d'entendre pendant un quart d'heure une musique ancienne et de se sentir entouré de présence. Et entouré aussi par cette musique qui semble l'envelopper, qui a l'air presque matérielle, mais il ne sait pas d'où elle vient. Et puis, sur le petit bois touffu qu'elle a décrit, eh bien celui-là, il n'existe plus à l'époque où elle se trouve en 1902, mais il existait en 1783 sur une carte. Mais il avait disparu depuis bien longtemps, quand Miss Jourdain s'est retrouvée là en 1902. Donc ça, c'est quand même très étrange aussi, cette visite. C'était pas banal. Hein. Voilà. Alors, nos deux Anglaises se rendent au Petit Trianon pour une troisième visite, les 4 et 9 juillet 1904. À leur grande surprise, elles ne reconnurent pas les lieux. Surprise, tout avait changé. Ah bah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Elles font exactement le même chemin. Et là, c'est plus la même chose. Même les bâtiments du corps de garde, qui est une sorte de frontière où tout commence, eh ben c'est même pas la même chose. La petite maisonnette, vous savez, où elles avaient vu la femme et la jeune fille, il n'y en a plus, ça a disparu. Les allées qu'elles avaient parcourues, il n'y en a plus. Le petit pont, le rocher, où elles avaient vu le jeune homme blond, il n'y en a plus. Les arbres sont différents. Il n'y a même pas d'arbres d'ailleurs à certains endroits. Il n'y a plus ces herbes folles qu'elles avaient repérées où il y avait ce qu'elles pensaient être la reine Marie-Antoinette. À la place, il y a des pelouses bien entretenues. Et puis surtout, les distances sont tout à fait normales. C'est pas du tout comme la fois de cette fois. La plupart des bâtiments qu'elles ont aperçus en 1901 ne sont plus là. D'autres semblent décalés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à la même place. C'est les mêmes, mais c'est pas la même place. Le petit bois touffu a disparu. Enfin, il n'y a plus rien de pareil. Et cette fois, les jardiniers sont vêtus normalement. Elles vont faire la causette d'ailleurs. L'un d'eux va dire que le petit bois touffu, ça a peut-être existé, mais que lui, il s'en souvient pas, que ça a dû disparaître depuis très longtemps. Elles vont voir le cadre classique que les gens voient à l'époque, c'est-à-dire des tables, des chaises de jardin qui sont disposées pour que les gens puissent s'asseoir, les marchands de fruits et de limonade de l'époque. Enfin, cette fois-là, il ne se passera rien d'anormal. Rien. Alors nos deux Anglaises semblent être des habituées des lieux puisqu'elles se rendent une 4e fois quand même au Petit Trianon le 12 septembre 1908. Que s'est-il passé lors de cette 4e visite au Petit Trianon ? Eh bien écoutez, le 12 septembre 1908, elles repassent par le même endroit, c'est-à-dire le corps de garde. Et là, elles vont apercevoir 2 femmes assises, à l'ombre, pas loin des grilles, et elles ont l'air de s'engueuler, mais alors bien comme il faut. Et c'est Miss Jourdain qui y va, elle est encore toute seule, il n'y a pas Miss Moberly. Et elle va dire, je cite, les voix des femmes, bien que la querelle se poursuivît avec la même violence, perdaient de leur intensité, comme si elles avaient de moins en moins le pouvoir de m'atteindre. Je me retournai et je vis la grille auprès de laquelle elles se tenaient s'estomper, et les arbres redevenir ce qu'ils étaient lors de notre première visite. Je remarquai que les piliers qui m'avaient apparu autrefois délabrés étaient solides. La scène tout entière, ciel, arbres, bâtiments, frémissait comme une toile de fond de théâtre. Je ressentais la même difficulté à me mouvoir, le même sentiment de dépression qu'en 1901 et 1902, et je décidai de poursuivre le chemin que j'avais choisi et de quitter l'allée. Dès que j'en fus sortie, les choses redevinrent normales. Voilà ce qu'elle va dire. Alors ça, c'est quand même pas rien. Et alors, ça sera la dernière visite, si je puis dire. Et on va voir qu'elles n'ont pas été les seules, ces braves dames, à se retrouver confrontées à ça. Alors, la personnalité de Miss Moberly et de Miss Jourdain, c'est pas des follettes, On est à l'époque victorienne, il y a de la morale, on ment pas. Ce sont des filles de pasteurs, de clergyman. L'une a même un père évêque. Donc elles racontent pas d'histoire. En plus, elles sont dans l'éducation. Elles éduquent des enfants, donc on rigole pas. On s'amuse pas à raconter des choses. On n'est pas fabulatrice ni mythomane. Et puis elles vont prendre un sacré risque. Faut qu'elles soient sacrément sûres d'elles. Parce que pour aller raconter leur histoire dans un premier bouquin, qui va être publié quand même sous un pseudo, parce que les 3 premières éditions vont être publiées sous un pseudonyme. C'est la dernière édition, je crois que c'est en 1937, une fois que, je crois que c'est Mademoiselle Jourdain, Miss Jourdain qui est décédée, qu'il y aura les vrais noms.
Mais au départ, elles prennent un pseudo. Mais elles vont quand même raconter. Donc elles sont sûres de leur coup. Et elles ont bien cherché. Mais il n'y a pas qu'elles qui vont raconter. Ah, il y a eu d'autres témoignages, mais même déjà à l'époque du directoire, donc bien avant. Après que la royauté soit tombée, il y a déjà des témoignages. On disait que c'était un lieu hanté, qu'on y a retrouvé la reine. Alors bon, vous allez me dire que quelques années après la décapitation de la reine, on peut avoir des illusions. On peut croire qu'on a vu la reine. On peut s'imaginer qu'on a vu la reine. Ça peut être des légendes urbaines, comme on dit. Mais bon, ça ne va pas s'arrêter là. En 1870, le parc de Trianon va être ouvert au public cette année-là. Et donc tout le monde s'y presse. Et il y a un petit gamin qui va raconter qu'il voit une chasse à courre avec des hommes qui ont des vestes vertes et des galons d'or et qui portent tricorne. Qu'il va voir aussi une dame très charmante dans une très belle robe. Alors évidemment, le gamin, on va un peu s'interroger sur ce qu'il raconte. Alors bon, il y a encore des chasses à courre à l'époque dans le parc de Versailles. Mais bon, personne n'est vêtu de cette façon-là. Et on va même découvrir en faisant des recherches que ce que l'enfant a vu et ce qu'il a décrit au niveau de l'équipage et des vêtements des chasseurs, eh bien, ce sont ceux des gens du comte d'Artois qui était le frère de Louis XVI. Et c'est un cas qui va être connu qu'en 1966, par le biais de la nièce du gamin qui avait vu ça à l'époque. Il va y avoir 2 Anglaises, également en 1928, qui sont également institutrices, qui s'appellent Miss Barrow et Miss Lambert, qui d'un seul coup vont avoir le même coup de dépression. Et qui vont voir à l'une des fenêtres qui donne sur le petit lac, alors une des fenêtres du petit hameau, vous allez voir, si un jour vous regardez les photos ou si vous allez au hameau, vous verrez qu'il y a un petit lac qui est sur le côté, près des bâtiments. Et bien elles vont voir une fenêtre, une belle dame, avec une coiffure un peu en hauteur, qui est en train de les observer, dont elles seront persuadées ensuite que c'est la reine. Elles vont également apercevoir lors de leur visite un vieil homme en habit ancien. Il est vêtu d'un costume qu'on appellera roquelaure, qui était en vogue entre 1715 et 1773. Lui aussi portait tricorne. Elles vont lui demander le chemin, comme Miss Moberly et Miss Jourdain. Il va leur répondre dans une sorte de patois. Elles diront qu'il avait l'air sinistre et qu'elles se sentaient très mal à l'aise, qu'elles vont vite repartir. Et quand elles vont se retourner un moment, surprise, comme pour Miss Moberly et Miss Jourdain, il n'est plus là, il a disparu. En juin 1939, il va arriver un petit jeune homme qui s'appelle Robert Philippe, une drôle d'aventure. Il se balade à Trianon avec ses parents, et puis il a envie de faire pipi, ça peut arriver, donc il cherche un arbre qu'il va trouver tranquillement, et puis bon, la petite affaire faite, il revient sur ses pas pour rejoindre ses parents, et là, il s'est à peine retourné qu'il tombe sur une jolie femme. Il est en train d'allumer sa cigarette à ce moment-là, et un peu surpris et dérangé, parce qu'il se dit, si elle a regardé, c'est quand même ennuyeux, il était très mal à l'aise. Et bon, cette dame a l'air très gentille, il parle de la beauté du site, il remarque qu'elle a un accent, un drôle d'accent, peut-être un peu allemand, il ne sait pas trop. Il lui demande si elle habite Paris, elle lui dit non, je vis ici. Il dit, mais attendez, Trianon, personne ne vit ici. Si, moi je vis ici. Alors il dit, alors je vous reverrai peut-être si je reviens. Elle lui dit, peut-être. Sa cigarette s'éteint, il la rallume, il relève les yeux, et là il n'y a plus personne. La femme a disparu. Il demande à ses parents qui étaient à 2 pas, mais vous avez vu, vous l'avez vu. Et eux disent, mais attendez, non seulement on n'a rien vu, mais on se demandait pourquoi tu parlais tout seul, mon grand. C'est une drôle d'histoire, ça encore. Bon, il est retourné à plusieurs reprises, le brave homme, il ne l'a jamais retrouvé. Par contre, il s'est senti lui aussi très mal à l'aise et comme entouré d'ombre. C'est un cas qui a été rapporté lors d'une émission de télé en 1968. Oui, alors là, on pourrait peut-être penser à justement des entités, parce que là, il y a eu un dialogue, quand même, c'était pas... Là, apparemment, ça pourrait être une entité, effectivement, qui n'est pas du temps de Marie-Antoinette, parce qu'il la décrit pas comme étant en costume d'époque. C'est une dame de maintenant, une jolie nana avec qui il a envie de faire la causette et qu'il aimerait bien revoir. Mais il ne souligne à aucun moment qu'elle est vêtue à une époque ancienne. Donc il se peut qu'il y ait effectivement... je pense que c'est un croisement temporel qu'il y a au Petit Trianon. Je vais vous dire un truc, moi je rêve d'y retourner. Parce que je l'ai visité il y a longtemps, à plusieurs reprises d'ailleurs. La dernière fois c'était une 15aine d'années. Et j'étais avec une copine qui avait mal aux pieds et finalement ça a abrégé la visite. Mais j'étais partie pour ça. Et je crois qu'un de ces quatre, je vais apparaître de temps en temps, je crois que je vais y retourner tranquillement, et de préférence en hiver, parce qu'il y a moins de monde. Et je suis persuadée qu'il y a quelque chose là-bas. Ou du moins, je vais faire des photos aussi. Je vais m'arranger pour y être à la tombée de la nuit, parce que je fais des photos un peu curieuses de temps en temps.
Il n'y a rien à l'œil nu, et puis il y a des choses sur les photos. Je crois qu'un de ces quatre, je vais m'offrir le luxe d'y aller en hiver à la tombée de la nuit vers 17h, vous voyez, un peu avant que ça ferme. Puis on verra bien ce qui se passe. Mais ça m'intrigue. Alors Versailles, les jardins, le hameau de Marie-Antoinette le Petit Trianon sont des lieux de visite incontournables justement, que vous pourrez retrouver sur un site www.châteaudeversailles.fr. Elisabeth, quand vous êtes allée à Versailles, quel a été votre ressenti? Eh bien, je vais vous dire, moi je connais Versailles comme le fond de ma poche. D'abord parce que dès mon plus jeune âge, j'étais vraiment sortie de l'œuf pratiquement, qu'on m'emmenait déjà à Versailles. Versailles, j'adore. Le château, ça me laisse plutôt indifférente. J'adore le Grand Trianon. J'adore y aller à la tombée de la nuit. Quand on allume un peu à l'intérieur, il est rose, il est magnifique. Il y a les ors à l'automne avec les marronniers, c'est ravissant. Et puis il y a le Petit Trianon. Et le Petit Trianon, ça c'était la folie de mon grand-père maternel. Mon autre grand-père m'emmenant dans les autres parties du château. Et je l'ai visité je ne sais pas combien de fois. Et bien même petite, je ne me suis sentie jamais à l'aise, mais jamais à l'aise dans cet endroit-là. Je n'aime pas cet endroit-là. Par contre, je n'ai rien vu de spécial. Mais instinctivement, je n'aime pas cet endroit-là. Je ne m'y sens pas bien. Que ce soit l'été, l'automne ou l'hiver. Alors ainsi se termine l'histoire de nos deux Anglaises à Trianon. Pour notre prochain rendez-vous, nous resterons à Versailles. De quel mystère parlerons-nous, Elisabeth ? Ah bah il y a des tas de mystères à Versailles. Ça, je ne vais pas vous raconter tout ça. Vous allez voir. Et je ne vous raconterai pas que les mystères d'ailleurs. Je vous raconterai des anecdotes. Parce que ça foisonne à Versailles. Vous savez, il y avait des bosquets, il y avait des tas de choses. Donc à toutes les époques, notamment sous Louis XV, Louis XIV, Louis XVI également, on fera un petit melting du paranormal et des petites anecdotes. Vous voyez, je crois que ça sera plus rigolo. Merci Elisabeth, à très bientôt pour de nouvelles histoires mystérieuses en tout cas. Mais c'est moi qui vous remercie Alain. J'ai passé un bon moment avec vous une fois de plus et je vous dis à bientôt. Au revoir. Fréquence Évasion.